Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie pour votre présence. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, il suffit de garder votre caméra fermée. Le webinaire sera disponible sur YouTube en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Deschamps qui va nous présenter le webinaire Gestion du risque des inondations au Québec vers une contribution accrue des municipalités. Euh, Bernard est maintenant docteur en sciences de l'environnement à l'UQAM, expert en assurance municipale. Ses travaux en cours portent sur la contribution des municipalités du Québec dans le partage du risque d'inondation. Au cours de sa carrière, il a piloté la création du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, un assureur spécialisé dans la gestion et le transfert des risques municipaux. Bernard détient une maîtrise en administration publique de l'ENAP, un certificat de deuxième cycle en comptabilité de l'Université Concordia et un baccalauréat en sciences administratives de l'Université de Montréal et des HEC, et depuis peu, donc maintenant son doctorat avec l'UQAM. Donc, sans plus tarder, Bernard, je te laisse la parole. Bonjour, merci. Catherine, je vais partager l'écran. On va commencer avec ça, puis on débute tout de suite. C'est correct? Oui, C'est OK. parfait, on voit bien. C'est bon? OK, super, merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du risque d'inondation au Québec là, vers une contribution accrue des municipalités. Je vais faire une petite précision en commençant. Là. Inondation, on parle ici d'inondation fluviale. Donc, on va se concentrer essentiellement sur ça. Et pourquoi les municipalités? Bien, tout simplement parce que les municipalités ont un rôle très important. En fait, c'est une responsabilité qui est déléguée par Québec, là, par la province de Québec, aux municipalités de gérer en partie. Là, il y a plusieurs délégations de responsabilités, mais une des responsabilités qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la gestion du risque d'inondation. Donc, c'est une responsabilité déléguée. Donc, les municipalités et les MRC, là, quand on parle de municipalités, on parle des deux, sont vraiment au cœur là, de cette activité-là. J'ai choisi aussi une petite citation d'un livre que j'ai terminé en préparant ma soutenance. C'est un livre de Stephen Markley qui s'appelle Le Déluge, là, qui a été traduit en français, qui s'appelle Le Déluge. Et je trouvais que c'est un livre de 1000 pages, là, fait que là, on est à la page 848. Évidemment, c'est une fiction qui se passe aux États-Unis là, dans les années 2036-2037. Mais je trouvais qu'il y avait des mots là, dans cette citation-là qui étaient très, très liés aux travaux que j'ai faits, mais aussi à l'enjeu là, qu'on a avec le monde des inondations. Donc, notamment les mécanismes d'indemnisation, on parle ici de garantie fédérale, on parle de politique de zonage, là, je ne dirais pas calamiteuse, mais qui fait référence évidemment à l'aménagement du territoire, d'un manque de transparence aussi qui fait référence à tout l'aspect de communication du risque, ce qui fait qu'on vient occuper de plus en plus des zones, dans ce cas-là, c'est des zones côtières, là, mais qu'on vient occuper de plus en plus des zones à risque. C'est, donc, pourquoi on s'intéresse au risque d'inondation? Bien, la première raison, c'est que les conséquences de ces risques-là, c'est la croissance rapide du coût des dommages. Ici, dans le cadre de ma recherche, je me suis concentré sur des bâtiments résidentiels, mais on comprend très bien là, que tout ce qui se trouve dans une zone à risque, que ce soit des bâtiments commerciaux ou même des activités commerciales, c'est aussi impacté là, par les inondations. Donc, ces coûts-là augmentent de façon extrêmement rapidement, surtout depuis 40 ans, et on peut mesurer ça parce qu'il y a beaucoup de données là, qui sont difficilement conciliables, mais on peut mesurer l'augmentation des coûts par l'augmentation de la participation du fédéral, ou on appelle ça les programmes d'aide en cas de catastrophe, les accords d'aide en cas de catastrophe. Donc, le fédéral rembourse une partie des indemnités qui sont versées par les provinces aux sinistrés. Et on voit là, que cette participation-là du fédéral est passée de 50 millions là, dans les années 80 à quelques centaines de millions dans les années 90. Puis là, on est dans les milliards de dollars. Là. On n'a pas les derniers chiffres, mais les derniers chiffres, pas les derniers chiffres récents, mais dans les derniers chiffres qu'on a, là,
on parlait d'au moins de 2,5 milliards par année, et c'est sans compter le 5 milliards additionnels qu'on a ajouté en 2021 pour les inondations en Colombie-Britannique. Donc, on voit là, que ce problème-là est de plus en plus important. Et là, on parle ici des dommages, évidemment, économiques. Mais ça a aussi un paquet de dommages sociaux et psychosociaux qui commencent là, à être documentés de plus en plus, difficilement quantifiables, même s'il y a des efforts de fait là, pour les quantifier. Mais ça demeure quand même probablement là, la pointe du iceberg. C'est des choses qu'on ne voit pas très bien. Il y a des dommages sociaux, psychosociaux, et aussi, évidemment, il peut y avoir des dommages écologiques et des dommages à l'environnement. Donc, pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les dommages économiques, parce que c'est ça que j'ai voulu adresser, mais essentiellement, on retient là, que les dommages, c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi ça augmente ces coûts-là? Il y a plusieurs raisons, et dans la littérature, c'est ce qu'on va retrouver. Le premier, c'est l'augmentation de l'exposition. Ici, il y a deux composantes. Évidemment, il y a l'ajout d'actifs dans les zones inondables connues, des fois moins connues, parce que les cartes ne sont pas nécessairement à jour non plus. Donc, l'augmentation des actifs dans les zones inondables, qui se mesurent en quantité, mais qui se mesurent en dollars aussi. Il y a évidemment tous les changements climatiques, là, ou le bouleversement climatique qui vient avoir des impacts sur les phénomènes météo extrêmes. Et on le voit, là, on l'a vu l'été dernier. En fait, il y a beaucoup d'exemples, on n'a pas besoin de chercher très longtemps. On voit que ça, pour la même quantité d'actifs, c'est sûr que si l'inondation est beaucoup plus violente, bien forcément, il y a plus de dommages. Et l'autre élément qui ressort aussi beaucoup, en fait, les deux derniers éléments ressortent aussi beaucoup de la littérature, c'est la vulnérabilité des infrastructures, puis la vulnérabilité aussi des humains qui vivent dans ces zones-là. Nos infrastructures, n'ont pas été conçues pour supporter la nouvelle donne, là, les nouvelles inondations. Puis là, encore une fois, là, bon, on a un exemple au Québec avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais on a un exemple aussi en Colombie-Britannique, là, où les digues ont cédé justement parce qu'elles n'avaient pas été conçues pour supporter cette quantité d'eau-là qui arrive tout d'un coup. Et le dernier élément, la dernière cause de l'augmentation des dommages, et celle-là, je l'ai mis en gras parce que ça va être le fil conducteur de la présentation, c'est le faible incitatif à réduire le risque. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, gouvernemental, municipal, on n'a pas beaucoup d'incitatifs à réduire le risque. Et ça l'entraîne évidemment l'occupation des zones à risque, forcément. Donc, ça a un impact sur la croissance. Et ça a des effets importants. Le premier effet qu'on peut tout de suite voir, c'est ce qu'on appelle le déficit de protection. Donc, c'est l'écart entre l'argent qui est disponible pour indemniser et le coût des dommages. Et là, on voit, il y a de moins, en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'assureurs privés très impliqués là, en matière d'inondation fluviale. Donc, la protection est quand même assez limitée. Et les gouvernements se retirent de plus en plus en imposant, comme par exemple au Québec, le gouvernement du Québec, après les inondations de 2019, a décidé d'imposer ce qu'on appelle une limite à vie qui vient mettre un plafond, un plafond aux indemnités que les gens vont recevoir. Et ça, évidemment, ça couvre forcément pas tous les dommages. Donc, ce déficit-là va être appelé à grandir. Ça crée aussi l'augmentation de ces coûts-là, ça crée aussi une forme d'inéquité sociale. L'inéquité sociale, encore une fois, deux volets. Le premier volet, c'est le volet de dommages à répétition ou d'indemnités à répétition, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui sont sinistrées. Donc, la collectivité paie à répétition pour les mêmes personnes. C'est un des éléments d'inéquité. Et l'autre élément, c'est que forcément, les gens qui sont les moins bien nantis, qui n'ont pas les moyens de reconstruire, puis qui souffrent d'un déficit de protection, bien, ils sont beaucoup plus impactés que la personne qui a les moyens de reconstruire, même s'il n'est pas assuré ou même s'il n'est pas protégé par le gouvernement. Ce qui nous amène aussi et c'est probablement là aussi la pointe du iceberg, c'est qu'un jour, et ce jour-là, selon moi, il ne sera pas si loin que ça, on va devenir incapable de faire face à ce risque-là et ça va devenir un risque de société. Ce ne sera plus un risque économique, ça va devenir un risque de société parce que ni le gouvernement, ni les assureurs privés ou ni le privé va être capable de payer pour ces dommages-là. Donc, on va se retrouver dans une situation qui pourrait être beaucoup plus problématique là, que ce qu'on vit présentement. Et enfin, ça fait partie aussi là, beaucoup
de l'actualité là, dans les dernières années, là, c'est toute la diminution de la valeur des actifs qui se retrouvent dans les zones inondables. Et là, évidemment, je fais référence à des bâtiments résidentiels qui sont difficilement assurables et même difficilement hypothécables, là, ce qui a un impact forcément sur leur valeur. Donc, comment je me suis pris, là, ça va être le petit bout académique, mais comment je me suis pris pour adresser ce problème-là? La première chose, c'est la question que je me suis posée, c'est comment les municipalités pourraient en faire plus? Comment elles pourraient contribuer davantage à réduire ce risque-là? Puis, on s'est donné comme objectif de mieux comprendre c'est quoi les leviers d'action ou les outils, on appelle ça des instruments d'action publique. Comment on peut utiliser ces outils-là et comment ils sont utilisés ou moins bien utilisés, justement pour être capable d'optimiser ces outils-là. Et je suis parti de l'hypothèse, parce que vous vous souvenez tantôt qu'une des causes de l'augmentation des coûts, c'est l'absence d'incitatifs. Je suis parti de l'hypothèse que parce que les municipalités ne participent pas financièrement au mécanisme d'indemnisation, mais ça engendre une forme d'aléa moral. Puis l'aléa moral, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, ben, c'est un concept économique, là, mais qui décrit une situation où une partie prenante va avoir tendance à prendre plus de risques ou en faire subir plus à d'autres parties si elle sait qu'elle ne paiera pas le prix du risque. Donc, essentiellement, ça vient ici supporter cette idée-là de manque d'incitatifs parce que non seulement dans les programmes d'aide gouvernementaux et dans l'assurance, ces incitatifs-là sont quasi inexistants. Donc, c'est comme ça c'est ça que la prémisse de départ, là, l'hypothèse, c'est que parce que les municipalités ne participent pas, ça engendre ce risque moral-là. Donc, dans le fond, ils font prendre plus de risques qu'ils se feraient prendre s'ils participaient au mécanisme. Comment je me suis pris, là, quatre grandes étapes, ici je vais passer rapidement. Quatre chapitres essentiellement. Là. Le chapitre 1, c'est une espèce de revue de littérature. Là, c'est un cadre conceptuel. Mais le chapitre 2, c'est essentiellement une revue de littérature qui vise justement à identifier les outils, les instruments d'action publique qu'on a, regarder un petit peu quels sont les dispositifs là, ou ces outils-là que les municipalités ont disponibles pour réduire le risque. C'était un premier constat, puis je vais en parler dans le constat numéro 1. Ensuite de ça, on s'est retourné de bord et on est allé voir des experts en estimation des dommages parce que un des enjeux qu'on a, c'est que si on veut que nos analyses coûts-avantages soient crédibles, encore faut-il être capable de bien estimer combien de dommages évités on va éviter avec nos mesures. Donc, l'idée ici, c'était de mieux comprendre quels sont les facteurs contributifs de ces dommages-là, de manière à pouvoir agir sur ces facteurs-là en priorité et voir aussi en même temps si ces facteurs-là étaient sous une influence municipale là, ou si les municipalités pouvaient jouer un rôle sur ces facteurs-là. Ensuite, un coup qu'on a fait ces deux constats-là, on est allé vers la modélisation d'incitatifs parce qu'encore une fois, on se dit il y a un manque d'incitatifs dans notre système actuel. Donc, on va proposer un modèle de contribution aux municipalités. On va faire un petit calcul là, de comment cette contribution-là pourrait être répartie entre chaque municipalité. Et ensuite, on est allé sur le terrain faire une deuxième série d'entrevues où on est allé valider l'acceptabilité de ce modèle de participation-là municipale, puis d'identifier aussi des facteurs là, qui étaient sous l'influence. Et qu'est-ce qui fait qu'une municipalité prend une décision en matière de gestion du risque ou pas? On a identifié là, à l'aide des entrevues ces facteurs-là. Donc, le premier constat qu'on peut faire, et qui est bâti là, sur les chapitres 2 et 3, c'est qu'on a un cadre de gouvernance qui décourage un petit peu l'action. Évidemment, on a pu identifier une série d'instruments d'action publique, encore une fois, une série d'actions ou une série d'outils que les municipalités ont dans leur coffre à outils. Outils, là, encore une fois, qui sont délégués là, par la province de Québec. Le premier outil, bon, je l'ai mis là parce qu'à l'époque où j'ai écrit cet article-là, la cartographie est encore sur la responsabilité municipale. Aujourd'hui, on le sait, là, depuis 2024, cette responsabilité-là a été reprise par le gouvernement du Québec. Mais nonobstant ça, les municipalités, pendant les 25 années qui ont précédé, étaient responsables de la cartographie des zones inondables.
Il y a tout l'aspect des normes et des codes de bâtiment, des normes d'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et aussi, les municipalités ont une responsabilité là, de sensibiliser leurs citoyens, les citoyens qui habitent leur territoire, justement face aux différents risques. Donc, ça fait partie des instruments que les municipalités ont disponibles et notamment aussi la relocalisation hors des zones à risque lorsque c'est nécessaire. Par contre, et là, je n'ai pas la prétention de faire la liste complète de tous les instruments qui sont disponibles, mais ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de freins à l'utilisation ou à l'optimisation des instruments. Le premier frein, qui est important, c'est la gouvernance qui est fragmentée. Au Québec, particulièrement, puis c'est vrai dans d'autres juridictions, là, mais au Québec, il y a beaucoup de monde impliqué dans la gestion du risque d'inondation. Évidemment, il y a le fédéral, il y a le Québec, et au Québec, il y a plusieurs ministères. Au niveau municipal, évidemment, il y a les MRC, il y a les municipalités locales, il y a les organismes de bassin versant. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de monde et c'est pas toujours clair à qui revient la responsabilité ultime de prendre une décision ou de ne pas en prendre. Donc ça vient nuire, je dirais, à l'utilisation optimale des instruments. L'autre chose aussi qui ressort beaucoup de la littérature, c'est que la délégation de ces pouvoirs-là, de ces obligations-là, peut paraître un peu incohérente. Puis je vais donner un exemple. Au Québec, la loi s'applique, ou cette délégation-là va s'appliquer à une municipalité de 500 habitants, mais elle va s'appliquer aussi à une municipalité de 100 000 habitants. Et on voit très bien que la capacité d'agir d'une plus grande municipalité, ne serait-ce que question de budget, mais surtout question d'expertise, mais forcément, la petite municipalité a les mêmes obligations, mais on n'a pas nécessairement les mêmes outils pour pouvoir optimiser l'usage des instruments. Ensuite, évidemment, ça on le sait tous, là, il y a des pressions de groupes d'intérêt. On peut penser évidemment à des promoteurs immobiliers là, qui préféraient développer un projet immobilier plutôt que de faire un parc. C'est un exemple qui ressort. Évidemment, le monde municipal fait face à des besoins à court terme. Il y a de multiples problématiques là, qui existent dans le monde municipal. Puis on le voit ici, particulièrement à Montréal. Là, vu qu'il fait froid présentement, on a un problème d'itinérance. Là. Fait que ça, c'est un des éléments là, que la municipalité doit gérer dans le quotidien. Puis quand on a beaucoup de besoins à court terme, mais forcément des besoins à plus long terme, notamment la gestion du risque d'inondation qui demande une perspective à plus long terme, bien souvent, ça va passer en deuxième parce qu'on a des urgences à régler. L'autre frein, c'est, je l'ai dit tantôt, les incitatifs insuffisants des mécanismes d'indemnisation. Présentement, ce sont essentiellement les payeurs de taxes, les contribuables à travers les programmes gouvernementaux ou les assurés, parce que quand tu es assuré, bien, tu payes une partie des indemnités, ou les assurés, collectivement, c'est ce qu'on fait, mais il y a peu d'incitatifs dans ces mécanismes-là qui fait qu'on a intérêt comme municipalité ou intérêt comme individu à réduire son propre risque, parce qu'on sait qu'on va être indemnisé. Donc ça, c'est un frein important. Et finalement, l'autre élément aussi que je pense qui vient jouer dans les freins, c'est la faible imputabilité des décideurs. Donc, on ne comprend pas de décision, on est très peu imputable. Puis, je pourrais faire un parallèle avec tout le système français où les maires sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus imputables des décisions qu'ils prennent. Il y a même des pénalités là, très, très importantes là, qui peuvent être imposées aux maires lorsque des décisions n'ont pas pris de façon optimale. Au Québec, on est beaucoup plus loin de ce genre de régime-là. Donc, ça vient expliquer les freins aux instruments qui sont disponibles. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que les outils d'estimation des dommages sont assez défaillants. Et pourquoi c'est pertinent? Je l'ai dit tantôt, c'est parce que si on veut être capable de convaincre les gens de poser des gestes et de réduire le risque, encore faut-il être capable de bien calculer ou de bien estimer les dommages qu'on va éviter. Et là, présentement, les outils qu'on utilise pour calculer les dommages potentiels, c'est ce qu'on appelle des courbes de dommages ou des courbes de dommages. Et ces courbes-là
sont basés essentiellement sur un nombre très limité de facteurs, essentiellement la hauteur d'eau. Donc, on est capable avec la hauteur d'eau, donc la hauteur de l'inondation, la hauteur d'eau, on est capable de déterminer un taux d'endommagement d'un bâtiment résidentiel. Par contre, on sait très bien que ce facteur-là, ce n'est pas le seul facteur et ça rend nos estimés de dommages avec un niveau d'incertitude relativement élevé. Fait que ce qu'on a voulu faire ici, c'est d'identifier des facteurs contributifs qui vont venir nous permettre d'améliorer le calcul ou les estimés des dommages évités, des dommages potentiels. Et ce qu'on a fait, on a fait ça à travers un sondage, à travers des entrevues auprès de 45 experts et aussi d'un sondage. Et les experts ont identifié et priorisé 40 facteurs qui viennent contribuer à ces dommages-là. Et on a demandé aussi en même temps aux experts pour nous aider à améliorer les outils d'estimation, de développer des coefficients d'ajustement. Je donne un exemple. L'âge du bâtiment est lié à des normes de construction. On sait que les codes du bâtiment ont évolué dans le temps. Bon, en fonction de chaque importance là, ou chaque évolution du code du bâtiment, bien, est-ce que l'âge du bâtiment va avoir une influence sur sa capacité de résister ou sa résilience? Les experts nous ont dit oui. Même chose pour le type de sol. On sait qu'un sol argileux risque de causer plus de dommages qu'un sol qui est en roche, par exemple. Donc, on a demandé à ces experts-là de nous développer des facteurs justement pour qu'on puisse améliorer les courbes de dommages. Mais ce qui est, je pense, plus pertinent encore et plus intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que parmi les 40 facteurs contributifs, il y a 20 facteurs qui sont sous influence municipale. Là, je dis sous influence parce qu'évidemment, les municipalités, puis c'est ce qu'on me dit aussi, là, on n'a jamais 100% de contrôle sur tout ce qu'on fait. Mais par contre, on est capable d'influencer une vingtaine de ces facteurs-là. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que parmi les 10 premiers facteurs, parce que dans les 40 facteurs, on a demandé aussi de prioriser les 10 premiers, dans les 10 premiers, il y a 7 de ces 10 premiers facteurs-là qui sont sous influence municipale. Et ici, vous avez la liste là, des 7 facteurs que j'ai appelés des facteurs municipaux. Évidemment, l'aménagement du territoire, ça va de soi, c'est comme évident. Mais une des choses qui est intéressante, c'est la transformation des sous-sols. Il y a 40, 50 ans, les sous-sols étaient rarement finis en milieu de vie. Puis ça, c'est un phénomène qu'on voit depuis une quarantaine d'années. Et c'est un des phénomènes, un des éléments qui vient contribuer à l'augmentation du coût des indemnités, en tout cas, tout au moins à l'augmentation du coût des dommages, parce qu'il y a de plus en plus de valeur au sous-sol. Maintenant, on a pas juste des chambres d'enfants, on a des cinémas maisons, etc. Et on sait que lorsqu'il y a une inondation, 80% des dommages sont causés au sous-sol, que ça devient évidemment un facteur contributif très important, mais c'est aussi quelque chose sur lequel les municipalités peuvent légiférer, peuvent réglementer. Donc, c'est pour ça que c'est un facteur qui est sous influence municipale. Évidemment, il y a aussi l'aspect des égouts et de l'aqueduc, forcément, qui vient jouer un rôle, non seulement dans sa conception, mais aussi dans son entretien. Fait que je ne passerai pas à travers les 7, mais ça vous donne une idée de l'importance de l'influence municipale, autant sur les instruments d'action publique, là, les outils, que sur des facteurs contributifs. Donc, les municipalités ont vraiment un rôle très important à jouer. Et c'est ce qui nous amène à proposer un modèle de contribution, on a appelé ça contribution municipale, qui est proportionnelle au risque. Encore une fois, pourquoi proportionnel au risque? Parce qu'on veut réduire l'aléa moral auquel je faisais référence en entrée de jeu, parce que les programmes d'indemnisation actuels ont peu d'incitatifs. Donc, le fait qu'ils ne participent pas, bien, forcément, ça ne crée pas d'incitatifs. Donc, ce modèle-là vise justement à réduire l'aléa moral ou augmenter l'incitatif. On veut aussi réduire l'inéquité. Tantôt, je faisais référence à l'inéquité parce que présentement, peu importe qui est inondé,
c'est toujours la société ou la collectivité qui va payer. Un petit peu les assureurs, mais essentiellement les programmes d'indemnisation fédérales et québécois. Par contre, la personne qui est sinistrée, qui est indemnisée, elle ne contribue pas, sauf évidemment par sa franchise, puis aussi par les corps de protection, mais essentiellement, il n'y a pas cet incitatif-là. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut retransférer une partie du risque à la personne qui le fait supporter à la société. Donc, c'est ça ici, réduire l'inéquité des programmes d'indemnisation. Comment on a fait ça? Et comment on a développé ou conçu ce modèle proportionnel-là au risque? Bien, on a travaillé avec un échantillon de 3 municipalités, données qui nous a été fournies par la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on a pris un échantillon de 3 municipalités. On s'est basé sur des rôles d'évaluation de 2022, parce que les calculs ont été faits en 2023, et également sur les cartes de zone inondable qui étaient applicables à ce moment-là. Évidemment, aujourd'hui, un jour, on aura des nouvelles cartes, mais de toute façon, c'est encore ces cartes-là qui sont applicables. Donc, on a utilisé ça et on a utilisé les courbes de dommages auxquelles je faisais référence tantôt. Et on a pris chacun des bâtiments. En fait, il y a 17 000 bâtiments dans l'échantillon, donc 4 000 bâtiments qui sont exposés dans une zone de risque, dans une zone inondable. Et on a fait le calcul avec les courbes de dommages, un calcul d'un dommage annualisé moyen pour les bâtiments résidentiels. Donc, pour chacun des bâtiments résidentiels, on est capable de déterminer combien, en moyenne, à chaque année, ce bâtiment-là va être endommagé par une inondation fluviale. Okay? Fait qu'on fait la somme de ça, et ça devient la contribution de la municipalité, la contribution du territoire qui est exposée. Ce qui est intéressant quand on a fait ces calculs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la distribution des dommages est très inégale. Donc, d'un bâtiment à l'autre, le taux d'endommagement ou le dommage annualisé moyen varie beaucoup pour différentes raisons. Mais puis peut-être juste en termes de statistiques, là, on s'aperçoit que 68% des bâtiments qui sont situés dans les zones à risque, donc 68% des 4000 là, qui étaient dans notre échantillon, leur taux d'endommagement est inférieur à 1% de la valeur foncière. Ce qui nous amène à penser que des petites mesures d'atténuation relativement simples et probablement peu coûteuses pourraient réduire ce risque-là à un niveau très acceptable. À l'opposé, on sait qu'il y a 13% de ces bâtiments-là qui se retrouvent avec des taux d'endommagement qui dépassent le 6%, ça va même jusqu'à 100% dans certains cas. Donc, en haut de 6% de la valeur foncière. Et là, forcément, ça nous demande, parce que ça devient économiquement pas réalisable, là, de conserver ce risque-là. Donc, forcément, ça va nous demander des mesures d'atténuation qui sont beaucoup plus musclées. Une de ces mesures-là, évidemment, ça pourrait être la relocalisation. Une deuxième mesure, c'est un des scénarios qu'on a fait, qui serait de surélever les rez-de-chaussée d'un mètre, par exemple. Et là, on voit qu'on embarque dans des projets qui sont beaucoup plus coûteux. Fait qu'il y a une analyse coût-bénéfice à faire là-dessus. Mais essentiellement, qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est inégal, donc tout le monde n'est pas pareil. Fait que j'ose pas dire une réglementation, mais une approche mur à mur est pas bien adaptée pour ce genre de situation-là parce que les dommages sont distribués de façon inégale, puis on veut pouvoir concentrer nos efforts sur l'endroit où ça fait le plus de résultats. Le dernier point que j'ai ici, que c'est intéressant parce que comme j'ai fait ce travail-là avec le CMM, que je remercie d'ailleurs parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire ces calculs-là, quand la CMM a décidé de publier les nouvelles cartes de zone inondable préliminaires, cartes encore une fois qui ne sont pas en vigueur présentement, l'équipe de CMM et moi, on s'est repenché sur ces calculs-là. Ça m'a permis de valider aussi ma méthodologie d'estimation des dommages. Et on a refait les calculs avec le même échantillon. Et on s'est aperçu que
Évidemment, avec le nouveau rôle, avec un rôle de 2024, les valeurs vont augmenter sensiblement, mais aussi avec les nouvelles cartes de zones inondables où la hauteur d'eau a augmenté, le résultat du dommage annualisé moyen a été multiplié par à peu près 3. Donc, 3 fois plus de dommages annualisés moyens avec les nouvelles cartes et avec le nouveau rôle. C'est donc dire que la cartographie et les évaluations municipales ont forcément un rôle très important là, dans notre estimation des dommages. Donc, c'est ce qu'on a conçu, c'est ce qu'on est allé proposer aux municipalités. Et on est allé leur dire, nous, on pense, puis je reviens à l'hypothèse, nous, on pense que si vous contribuez au mécanisme d'indemnisation, ça vous inciterait davantage à prioriser le risque, la gestion du risque d'inondation. Puis voici le modèle qu'on vous propose. Donc, on va calculer le dommage annualisé moyen sur votre territoire. Puis, on s'entendra là, avec différents paliers de gouvernement sur la proportion que vous devriez assumer de cette nouvelle évaluation du risque-là. Parce que présentement, c'est 0. Donc, c'est 100% de gouvernement. Peut-être que là, ça serait 20% municipal, 50% municipal. Mais cet élément-là n'est pas déterminé. Mais essentiellement, le concept, c'était ça. C'est de faire participer la municipalité aux indemnités. Quand on est allé voir les municipalités, parler à 35 personnes, 35 maires, et surtout des maires et des officiers, ben, la réponse a été, Bernard, c'est une fausse bonne idée, ton idée de participation. En fait, il y a 49% des gens qui s'opposent à cette idée-là, et je vais expliquer pourquoi. Puis, par contre, il y a quand même aussi, mettons, 51% des gens, le 14 et 37, qui viennent nous dire c'est une fausse bonne idée, mais s'il y avait des conditions gagnantes, peut-être qu'on pourrait aller dans cette direction-là. Donc, essentiellement, là, c'était la réaction du monde municipal. On est déjà pas mal occupé d'autres choses. La prochaine fois, tu viendras nous parler d'autres choses. Mais quand on regarde dans la littérature, puis là, je me suis amusé dans ce chapitre-là à faire un lien entre les arguments que les municipalités ou les répondants m'ont donnés pour me dire que c'est une fausse bonne idée, et aussi les arguments qu'on retrouve dans la littérature ou les freins à l'action qu'on retrouve dans la littérature. Et quand on a adressé l'idée de l'aléa moral, parce que j'ai expliqué cette idée-là au monde municipal, les gens ont été catégoriques. Là, ils m'ont dit, Bernard, la raison pour laquelle on trouve que ce n'est pas une bonne idée, ça n'a rien à voir avec l'aléa moral. Nous, on n'est pas dans un concept d'aléa moral ici. C'est pas ça pantoute. Tu te trompes. Alors que dans la littérature, c'est assez clair. C'est plus clair pour le monde de l'assurance parce qu'il y a beaucoup de littérature sur l'aléa moral en assurance, parce que ce qu'on dit, je répète, là, ce que l'aléa moral nous dit, c'est que si je suis indemnisé, puis je suis certain d'être indemnisé, bien, je vais moins participer à réduire le risque. Bien, dans le monde de l'assurance, il y a quand même beaucoup de littérature là-dessus, puis c'est assez unanime. Là. Il y a des études qui disent le contraire, comme dans tout. Mais essentiellement, la grosse tendance, c'est que l'aléa moral est vraiment un frein à l'action, donc est vraiment un frein à réduire son risque. Mais les municipalités n'acceptent pas cette idée-là. Ils disent que ça ne s'applique pas à eux autres. Par contre, les autres éléments qu'on trouve aussi dans la littérature, ça, c'est ressorti des entrevues. Évidemment, j'ai parlé de la gouvernance tantôt. Les municipalités se plaignent aussi que la gouvernance est très complexe, très difficile de prendre des décisions. Là, je vois le temps passer, mais je vais donner juste un exemple. Dans une des entrevues, il y a une municipalité qui est en train de remplacer ses tuyaux, un tuyau d'égout. Et ils ont voulu aller au-delà des normes parce qu'ils se disent, bon, tant qu'à faire le travail maintenant, au lieu de le refaire dans 10 ans, on va mettre les tuyaux plus gros. Puis quand ils sont arrivés pour avoir les autorisations des ministères, ben, le ministère a refusé parce que ça ne faisait pas partie des normes. Fait que, en termes de prise de décision, c'est un peu compliqué parce que là, la municipalité a la responsabilité de changer ses tuyaux, est en train de faire ça, mais il y a toujours une instance en quelque part qui peut venir modifier cette décision-là. Et ça crée beaucoup je dirais, de frustration, d'insatisfaction et de complexité aussi dans la prise de décision. L'autre élément ici, c'est ce qu'on appelle le risque hérité. Je donne une statistique là, que j'ai entendue. Sur le territoire de la CMM, par exemple,
à peu près 90% des zones inondables sont déjà occupées. Que quand vient le temps de mettre en place des mesures d'atténuation, quand vient le temps de mettre en place des mesures de réduction du risque, bien là, c'est compliqué parce qu'on s'attaque à du bâti. Fait que c'est sûr que les municipalités disent, regarde, Bernard, tu voudrais bien que je fasse des choses, mais moi, je suis pris avec ça. Quand je suis arrivé en poste, là, c'est ça qu'on me dit souvent, quand je suis arrivé en poste, là, ben moi, je suis arrivé avec le problème est arrivé avec. Fait que là, tu me demanderais de participer financièrement à quelque chose qui a été créé par mes prédécesseurs. Donc, tout l'aspect du risque évité est super important et c'est très lié à l'attachement au territoire. Là aussi, dans la littérature, c'est super intéressant parce qu'il y a, quand on est attaché à son territoire, on a plus de difficultés à voir le risque. Puis, tout le monde qui vit sur le bord d'une rivière va comprendre ça. C'est tellement joli, c'est bucolique, etc. Fait qu'on va avoir tendance à minimiser ce risque-là, et même l'oublier, jusqu'à ce que, évidemment, la rivière déborde. Mais on est attaché à ce territoire-là, ce qui fait que c'est difficile de prendre la décision de sortir ou même d'atténuer son risque. Il y a la perception du risque aussi, qui est un élément important. Ça aussi, je me répète, dans la littérature, c'est assez présent. Et ça a un lien direct avec la responsabilité municipale de sensibiliser la population. Puis aussi, dans mes discussions avec les municipalités, bon, on me dit, regarde, Bernard, nous, on est tellement occupés, là, qu'on ne commencera pas à faire des grosses campagnes de sensibilisation sur le risque. Parce qu'il y a plein d'autres priorités. Et ça, je pense que c'est un des éléments sur lesquels on pourrait travailler dans le futur, justement pour sensibiliser davantage. Et finalement, un des freins à l'action, c'est cette nécessité-là de développer son territoire le plus possible. Et il y a une espèce pas de course, là, mais de concurrence entre les municipalités pour développer son territoire. Et forcément, comme les territoires municipaux sont limités dans l'espace, bien, des fois, on va développer dans des zones qui ne sont peut-être pas des zones répertoriées, mais qui vont être des zones à risque. Puis, comme ils ne sont pas répertoriés, bien, on va privilégier ce territoire-là parce que c'est celui qui est disponible. Donc, ça, c'est des freins qu'on voit là, à l'idée de faire participer les municipalités. Par contre, sur le terrain, l'ensemble des répondants m'ont dit, Bernard, avant de nous faire payer, parce que là, on n'a pas besoin de payer tout de suite, avant de nous faire payer, il y a une série de choses qu'on devrait faire maintenant. La première, j'ai appelé ça engagement citoyen, parce que les municipalités m'ont dit aussi, le risque d'inondation, Bernard, ce n'est pas seulement une responsabilité municipale, c'est aussi une responsabilité individuelle, une responsabilité du citoyen. Et ça, le citoyen doit aussi prendre sa part de responsabilité. Et ça, c'est un élément qui est ressorti. L'autre chose qu'on m'a recommandé, c'est de renforcer la réglementation. Moi, dans mon esprit, je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal de réglementation, mais les municipalités m'ont dit non, non, c'est pas parce qu'il y en a pas trop, c'est parce qu'elle n'est pas appliquée de façon uniforme partout. Moi, comme municipalité, je fais tout ce qu'il faut faire, mais parce que ma municipalité voisine qui se retrouve dans le même bassin versant ne fait pas ce qu'il faut, bien, moi, je finis par payer le prix de ça. Donc, renforcer la réglementation de façon à ce que tout le monde l'applique. Troisième recommandation qu'on a fait, c'est d'accroître la collaboration. Je le disais tantôt, la gouvernance est complexe. Les gens ne se parlent pas tout le temps, même entre ministères, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut vraiment travailler très fort à améliorer cette collaboration-là entre les parties prenantes, de façon à ce qu'on sache ce que la main droite fait, puis la main gauche fait aussi, pour éviter justement que, par exemple, une municipalité qui décide de mettre en place une mesure d'atténuation vient pas nuire à une autre qui est en bas du bassin versant. Donc, collaborer davantage. Et aussi travailler sur des cibles, donc avoir des. Je donnais l'exemple tantôt de mon 13% de maisons qui étaient hautement exposées. Bien, au lieu de travailler sur des choses qui ne comptent pas beaucoup, puis de dilapider l'ensemble de nos ressources, bien, de cibler nos efforts et de travailler aussi avec les municipalités qui veulent vraiment avancer plus rapidement. Donc, avoir un soutien là, qui est beaucoup plus ciblé
de façon justement à optimiser les efforts qu'on va faire. Et finalement, travailler sur la résilience. Et pourquoi la résilience? C'est que on me dit il faut passer d'une logique d'indemniser à une logique plutôt d'investir. Donc, au lieu de prendre cet argent-là pour indemniser à répétition, on peut-tu la prendre pour justement améliorer la résilience des bâtiments? Je faisais référence tantôt au sous-sol. Ce serait, selon moi, un très, très bon endroit pour débuter. Donc, en termes d'acceptabilité, ce qu'il faut retenir, c'est que même si ça a l'air très négatif comme acceptabilité, moi, ce que je retiens, c'est que le monde municipal veut faire des choses parce qu'ils m'ont donné cinq pistes là, sur lesquelles on devrait travailler en priorité. Puis peut-être qu'après qu'on a fait ça, on pourrait revenir avec l'idée de faire contribuer. En conclusion, je pense que ce qu'il faut retenir de cette démarche-là, c'est que ça prend quand même un nouveau, j'ai appelé ça un pacte d'imputabilité, là. Il faut quand même qu'on soit plus responsable du risque qu'on fait supporter à d'autres. Puis là, évidemment, je m'adresse au monde municipal, mais je m'adresse aussi aux citoyens, aux individus, parce qu'à chaque fois qu'on fait supporter le risque à quelqu'un, on fait un transfert de risque, puis on vient se dégager de notre responsabilité de gérer ce risque-là. Donc, le message clé qu'on doit retenir, je pense, c'est que malgré un scepticisme des acteurs municipaux, là, je viens de l'expliquer, en raison notamment du risque hérité, puis aussi l'autre élément que les municipalités m'ont souligné, c'est que les municipalités ont vraiment l'impression de manquer de contrôle sur la gestion du risque. Ça, c'est ressorti souvent, et ça, c'est directement lié à la gouvernance du risque. Donc, comme cette gouvernance-là est très éclatée, on a toujours l'impression qu'on ne peut pas vraiment prendre les décisions et que ces décisions-là soient finales. Donc ça vient aussi beaucoup teinter notre capacité d'agir. Mais par contre, malgré toutes ces bonnes raisons-là, moi, je continue de croire que les municipalités ont vraiment un rôle fondamental à jouer parce qu'ils sont aux premières loges. Ils ont quand même une série d'instruments d'action publique, on les a vus tantôt. Ils peuvent agir sur un grand nombre de facteurs qui contribuent au risque, en fait, une vingtaine qu'on a identifiés sur les 40. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes que ce n'est pas une raison pour agir. Parce que selon moi, la meilleure façon de réduire ce risque-là, ça va être d'arriver à un meilleur équilibre entre la solidarité, parce que là, présentement, c'est solidaire à 100%, donc c'est l'État et un peu les assureurs, mais quand on parle d'assurance, encore une fois, c'est de la solidarité, parce que c'est tous les assurés qui payent pour les sinistres. Donc, il faut avoir le meilleur équilibre entre la solidarité et la responsabilité individuelle, puis vraiment mettre fin à cette habitude-là de transférer le risque à notre voisin. Et pour pouvoir faire ça, un des éléments qui est ressorti aussi des discussions que j'ai eues avec les municipalités, c'est qu'une des façons d'y arriver, peut-être que la contribution économique ou financière à court terme, c'est peut-être pas la bonne idée, mais un des moyens, un des outils d'incitation, incitatif à réduire le risque, ce serait de lier l'aide actuelle, l'aide du gouvernement, là, les programmes d'aide, comme le PGAF, là, qui est le programme d'aide en cas de catastrophe là, du gouvernement du Québec. Donc, lier l'aide à la performance d'une municipalité en réduction du risque. Je donne un exemple. Municipalité ABC a mis en place une série de mesures d'atténuation. Il arrive une catastrophe, il arrive un sinistre. Eux ont accès à 100% du programme, mais peut-être même à un programme bonifié d'indemnité pour leurs citoyens, alors qu'une municipalité qui n'aurait rien fait, qui subit le même sinistre, peut-être qu'elle serait pénalisée sur le programme d'indemnisation de manière à ben, tu n'as rien fait pour t'aider, fait que nous, on va moins t'aider. C'est un peu la logique. Et ça, c'est des discussions que j'ai eues avec plusieurs élus et officiers municipaux. Et ça, ce serait une idée qui, je pense, qu'il pourrait faire du chemin.
En terminant, quelques recommandations là, qui découlent de ma réflexion à travers les discussions que j'ai eues avec le monde municipal. Ben, une des choses qui est facile à faire, c'est de mettre à jour les codes du bâtiment, puis de commencer tout de suite à intégrer le concept de construire mieux. Il y a aujourd'hui plein d'outils. Là, je pense à Architecture sans frontières, je pense au Centre Intact. Ces gens-là ont construit des outils pour justement améliorer la résilience des bâtiments. La connaissance existe, elle n'est juste pas codifiée, ce qui fait qu'on ne l'utilise pas. Mais je pense que ça, c'est une des choses qui m'apparaît relativement simple à faire. L'autre chose, c'est qu'il faut clairement améliorer nos outils d'estimation des dommages, parce que je le répète, si on veut convaincre des gens d'agir sur le risque, il faut être capable de les convaincre de la nature du risque ou des dommages évités. Et tant qu'on ne sera pas capable de sensibiliser les gens à ce risque-là, bien, ça va être difficile de convaincre le monde d'investir pour réduire le risque. L'autre élément qui est ressorti aussi dans les discussions, j'en parlais tantôt, c'est tout l'aspect de la gestion par bassin versant. Ici, il y aura certainement du travail à faire là, en termes d'expertise et d'organisation, mais clairement, la logique nous indique qu'au lieu de gérer le risque par MRC ou par municipalité locale, bassin versant, ça m'apparaît en tout cas une piste qu'on devrait certainement explorer. Et enfin, concept là, de certificat de résilience ou code de résilience maintenant au bâtiment. Concept là, que Michel Leclerc et moi, on a introduit là, dans un article il y a peut-être un an et demi, où justement, en réponse à l'impact des nouvelles cartes de zone inondable sur l'assurabilité puis l'accès au crédit hypothécaire, bien, si on était capable de donner une espèce de cote à des bâtiments, justement, je fais référence à mes 68 tantôt, si on était capable de donner une cote de résilience à ces bâtiments-là et leur dire, OK, vous autres, vous êtes dans les zones à risque, mais par contre, votre taux d'endommagement est tellement faible et qu'il demeure encore assurable, puis demeure, il demeure encore acceptable, bien, à ce moment-là, on viendrait réduire beaucoup l'impact des nouvelles cartes de zone inondable, justement, sur la valeur des bâtiments et sur l'assurabilité, là, forcément, de ces bâtiments-là. Donc, ce sont des éléments de recommandation là, que moi, j'ai retenus. En terminant, je voudrais remercier évidemment le risque de m'avoir supporté pendant ces 5 années-là. Je suis arrivé là, au tout début de la création du risque et ils m'ont supporté financièrement, mais aussi moralement. L'UQAM également, le Centre Esquerre, évidemment les fonds de recherche et aussi beaucoup là, la communauté métropolitaine de Montréal pour leur support parce que, comme je le disais tantôt, sans les données qu'ils m'ont fournies et sans l'aide aussi là, du travail que j'ai fait, notamment avec Foucault Thomaset, là, qui est une perle, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup eu le plaisir à travailler. Et ça nous a permis, encore une fois, de refaire des calculs. Eu beaucoup de plaisir avec ces gens-là. Et je ne veux pas sous-estimer l'importance de Philippe Gachon et de Mathieu Boudreau là, comme mes co-directeurs. C'était une aventure super intéressante. Merci. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation super intéressante. Je vais ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, je vais vous donner la parole, donc vous pouvez les dire de vive voix, ou vous pouvez aussi les écrire sur le chat et je vais les lire à Bernard éventuellement. On a déjà d'ailleurs un commentaire de Mathieu Boudreau. Bon, des merci, premièrement, pour la présentation. Et il y a un commentaire de Mathieu Boudreau, je ne sais pas si par rapport à Architecture sans frontières Québec. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Mathieu, pour en parler plus ou. Je voulais juste ajouter, parce que dans le fond, Bernard a mentionné Architecture sans frontières puis le Centre Intact, là. Donc, je trouvais ça pertinent d'ajouter les sites web là, pendant que la discussion se faisait. Je voulais aussi Oui. ajouter, dans le fond, les travaux de ICLR aussi à l'Université Western à London. Donc, avec les fascicules là, en français et en anglais également. Donc, j'ai mis les trois sites web là, plus en lien avec l'adaptation face aux inondations. Merci beaucoup. Parfait. Donc, si vous avez des questions, levez la main et je vais vous donner la parole ou vous pouvez les écrire dans le chat. Ou si vous avez des commentaires, c'est pour que j'ai des questions.
ça bougeait dans mon écran, mais non. Donc, ah oui. Mais est-ce que je peux poser une Oui, question? oui, oui, vas-y. Merci beaucoup Bernard pour l'excellente présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des systèmes à l'international qui pourraient un peu nous aider, nous inspirer dans ces sujets-là? Je sais que tu parlais à un moment du FEMA aux États-Unis qui avait une démarche assez proactive pour inciter les municipalités à prendre des actions. Puis ça, je sais pas si tu peux en dire un peu plus. Est-ce qu'on peut s'en inspirer pour le Québec? Est-ce que c'est un contexte qui est comme beaucoup trop différent? Ou c'est ça? Ben, ce qui est, le paramètre, là, malheureusement, là, on ne sait pas ce qui va se passer avec le FEMA, mais Mhm. le concept du FEMA, ce qui est intéressant, c'est que le concept de communauté, et cette communauté-là sont comme cotées, un peu comme une cote incendie, là. C'est pour ceux qui sont familiers avec l'assurance, là, toutes les municipalités ont une cote de protection incendie. Le FEMA fait un peu la même chose avec, leur communauté, et ça leur donne accès justement à des programmes d'assurance. Et leur cote leur permet d'avoir une tarification. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant. C'est une piste où on pourrait aller et qui ça rejoindrait aussi la préoccupation de certaines municipalités qui disent, regarde, moi, je fais tout ce qu'il faut, mais mon voisin, il ne le fait pas, puis je paye pour le voisin, tu sais, ou la voisine, là. Fait que oui, ça serait intéressant et ça serait peut-être une réflexion qu'on pourrait faire ensemble, Foucault, éventuellement, parce qu'on a une belle plateforme pour réfléchir à ça là, avec le CMM. Ouais, Écoute, très intéressant en tout cas. ouais. Merci. Euh, il y a quelqu'un qui demande dans le chat si on va avoir accès au rapport quelque part, dans le fond, aux résultats là, de ta thèse, quelque part. Oui, présentement, la thèse finale a été déposée. Là, j'attends juste le OK de l'école et c'est vrai que c'est rendu public de toute façon. Fait que je ne sais pas, Philippe, c'est quoi les délais pour ça, là, mais... D'ici le mois de février. OK, OK, donc c'est quand même assez long. S'il y en a qui. Mais j'ai quand même le OK là, de pouvoir distribuer le document. S'il y en a qui le veulent, vous pouvez simplement m'écrire. Je pourrais vous envoyer une copie là, qui ne sera pas officielle, mais que encore une fois, c'est surprenant que celle que j'ai déposée et corrigée revienne avec des corrections, là. Fait que, mais l'essentiel est là. Parfait, merci. On a une question de Carl Boudreau. Donc, je prends le temps de la lire parce qu'il y a une mise en contexte. Donc, ou en tout cas, un paragraphe. Donc, votre projet semble comporter plusieurs approches porteuses pour favoriser la résilience envers les inondations. Ma première impression est que puisque les municipalités ne retireraient pas de bénéfice d'une telle approche, mais devraient plutôt assumer des risques supplémentaires, c'est plutôt le gouvernement provincial, responsable des programmes d'indemnisation, qui pourrait avoir un intérêt, excusez-moi, envers cette approche. Qu'en pensez-vous? Au premier niveau, c'est vrai. Au deuxième niveau, moi, ma réflexion, c'est que si on veut rendre notre municipalité attrayante, il faut que mon territoire soit attrayant. Et s'il n'est pas attrayant parce qu'il est trop risqué, ben moi, comme citoyen, je vais aller m'installer ailleurs. Et plus on va être capable de démontrer, puis ça revient avec l'idée du certificat de résilience aussi, là, tout ça est très, très attaché. Si on est capable de démontrer que mon territoire est sécuritaire, puis que mes taux d'endommagement sont relativement faibles, ben, la valeur de ma maison va augmenter, mes taxes vont augmenter, la valeur foncière va augmenter et l'attrait de mon territoire va augmenter. Fait que les municipalités ont tout intérêt à réduire le risque parce que pour l'instant, ça va, ils ne participent pas. Mais un jour, de toute façon, si elles ne participent pas, ça va être le citoyen tout seul qui va participer, puis là on va être dans la misère. Fait que si on veut conserver la valeur des actifs qui sont sur notre territoire, moi je pense que d'envoyer un signal de participation aux individus, parce que, tu sais, à la fin, là, c'est la contribution municipale, mais comment ça se fait, cette contribution-là? Ça se fait en calculant le dommage annualisé moyen de chacun des bâtiments. Bâtiments résidentiels pour l'instant, mais on pourrait facilement penser de l'étendre à tous les bâtiments. Fait que dans le fond, c'est l'individu qui va payer à travers le système de taxation. Ça pourrait même être une taxe spéciale, là. Fait qu'à la fin, oui, c'est la municipalité. Le problème que la municipalité a, c'est bien plus un problème politique
de venir imposer une taxe additionnelle. Parce que dans les faits, c'est l'individu qui va payer sa taxe proportionnellement au risque qu'il fait supporter à d'autres. Ce qui m'apparaît beaucoup plus équitable. En assurance, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es un mauvais conducteur, tu payes plus cher que la personne à côté de toi qui a la même voiture qui vit à côté de chez vous. Et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne en assurance. Je ne sais pas si ça répond là, à la question. Mais... Merci. On va voir si la personne a un autre commentaire, mais en attendant, il y a une question de Rama Khan. Donc, la gestion des inondations, en tout cas, le fardeau revient beaucoup aux municipalités, alors que les inondations, il doit avoir une vision plus globale et donc à l'échelle du bassin versant. Je voudrais, s'il te plaît, que tu reviennes sur ce point. Oui, oui, moi je pense que, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de bassin versant, là, mais ça m'apparaît tout à fait logique qu'on organise la gestion du risque d'inondation par bassin versant, particulièrement pour les plus petits bassins versants, parce que l'aménagement du territoire relève de la MRC, puis ensuite de ça, des municipalités locales. Mais quand on aménage notre territoire, on ne tient pas compte nécessairement du bassin versant. Fait que moi, ça me semblerait plus logique d'organiser cette gestion-là de cette façon-là. Pas trop chaud à créer d'autres structures, là, parce qu'il y en a déjà trop. Là. Mais probablement qu'un système concerté là, de délégation de pouvoir de MRC vers les bassins versants en matière d'aménagement du territoire, ça pourrait être une piste à laquelle on pourrait réfléchir. Mais il faut asseoir du monde municipal ensemble pour qu'on réfléchisse à ces solutions-là pour ne pas créer d'autres problèmes non plus en transférant des responsabilités à des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Fait que, il faut que ça vienne avec. Là. Excuse-moi, merci. On n'a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Ah, attends. La personne a dit merci, c'est bon. Donc, c'est ça. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour une dernière question ou un dernier commentaire. Sinon, donc Stéphane, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci Bernard. J'ai bien apprécié le travail. Félicitations aussi pour la subvention. Euh, il y a beaucoup de suggestions. Le projet, c'est évidemment, comme tout sujet qui touche les innovations, ça devient très complexe. Ça s'ouvre à beaucoup de dialogues de plusieurs disciplines, de plusieurs secteurs. Dans les recommandations, que je trouve des recommandations bien fondées, assez intéressantes, mais il y a beaucoup de réticences de presque tous les acteurs que tu as mentionnés. Euh, je suggérais que les projets comme le tien, c'est un catalyseur pour pousser le changement et les transformations nécessaires. Mais j'aimerais que tu en parles aussi. Où est-ce qu'on va trouver les catalyseurs pour mobiliser ces acteurs, des citoyens jusqu'aux fédéraux? C'est complexe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un argument qui m'a été servi là, quelques fois aussi dans mes discussions. Ben, je vais essayer de répondre à la question. Les municipalités me disaient, on est d'accord avec beaucoup de choses, mais il faut que ce soit Québec qui l'impose. Parce que si moi, je vais reprendre un exemple simple, là, les sous-sols. Tu sais, pour moi, c'est un non-sens qu'on inonde des sous-sols à répétition. Tu sais, puis qu'on continue de. Tu sais, puis je pense que je l'ai dit l'autre fois, là, tu sais, j'ai un ami qui était inondé là, à Verchères l'année passée. Télévision, plancher flottant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé ça par un plancher flottant puis la même télé. Tu sais. Il dit, bon, la prochaine fois, tu ne seras plus assuré. Là, l'assureur a couvert au maximum de son avenant, mais là, peut-être que la prochaine fois, ça va être zéro. Là, tu sais. Mais le monde municipal me disait, Bernard, c'est vrai, mais si je suis la seule à faire ça, je suis en train d'envoyer mes citoyens chez ma voisine, parce que la voisine n'est plus permissive. Fait que ce genre d'actions-là qu'on pourrait prendre, qui sont logiques, il faudrait que ça soit imposé. Et la contribution, un peu la même chose, parce qu'on me dit, parce que, tu sais, là, je n'ai pas fait beaucoup de nuances, mais tu sais, dans les discussions sur la contribution, on a dit, au lieu que ça soit une pénalité, pourquoi on ne crée pas un fonds dans lequel on utiliserait cet argent-là pour créer de la résilience? Ben oui, ça fait plein de sens.
Mais les municipalités m'ont dit, ben non, si ça nous était imposé par Québec dans nos budgets, on le ferait. Qu'on aurait de l'argent pour créer des incitatifs aux citoyens d'installer une sonde pompe, d'isoler son sous-sol, bon, bref, là, toutes les mesures qu'on pourrait inventer. Mais c'est un petit peu ça. Fait que pour répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de résistance, mais j'ai l'impression que comme le monde municipal est très fragmenté, il y a 1107 municipalités au Québec, là, ben, puis ils sont en compétition. C'est pas vrai qu'ils ne le disent pas comme ça, mais on est tous en compétition l'une contre l'autre pour attirer du monde. Ben, moi, je ne veux pas être le méchant qui va pousser mes citoyens chez le voisin. Fait que si tout le monde est égal, on va le faire. Et ça, je ne sais pas si ça répond un peu, mais je pense qu'une des façons de briser cette résistance-là, c'est de mettre tout le monde égal et utiliser cet argent-là pour inciter les gens. Puis, moi, je pense que quelqu'un d'intelligent, puis j'ose croire que la grande majorité le sont, ben, si tu protèges ta maison puis tu gardes sa valeur, ben, c'est ton patrimoine. Fait que si j'ai un petit peu d'aide, si la municipalité m'aide, le gouvernement m'aide, puis moi je mets une partie aussi de mes économies pour améliorer la résilience de ma maison, puis ma maison continue de prendre ma valeur, tout le monde est gagnant. La municipalité va chercher plus de taxes, moi j'ai plus de valeur dans mon portefeuille, tout le monde est gagnant. Mais il faut donner un petit coup. Puis je ne suis pas celui qui pense qu'il faut tout faire en même temps. On prend une mesure, je reprends mon exemple de sous-sol, là, je peux un peu accrocher ces sous-sols. On prend une mesure, on impose quelque chose partout, juste les sous-sols. On commence avec ça. On fait quelques années à aider les gens à construire un deuxième étage, je ne sais pas quoi, là, pour débarrasser des sous-sols des valeurs. Si on fait juste ça, là, on le voit dans les statistiques, 80% des dommages sont dans les sous-sols. Moi, ça me semble pas compliqué. Mais ça prend comme une espèce de discussion avec les assureurs, parce que les assureurs pourraient jouer un rôle très important. Évidemment, le gouvernement du Québec, puis les législateurs, les municipalités. Donc, Merci beaucoup. Donc, ben, c'est ce qui met fin à notre présentation. Donc, ben, merci beaucoup, Bernard, et félicitations pour la soutenance de ta thèse. Donc, merci à tous d'avoir été là et le webinaire sera disponible dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Donc, bonne fin merci. de Au journée. revoir. Au Au revoir. revoir.